Donc là, normalement, je devrais déjà mettre une barre sur le mur. C'est ce que je fais à mes élèves quand j'arrive pas à obtenir le silence. Quand ma seule présence physique ne me permet pas d'obtenir le silence. Visiblement, ça marche. Bonsoir à tous. Merci pour l'attente. Désolé pour le retard. Vous savez, notre slogan, c'est un peu comme McDo, c'est venez comme vous êtes. Donc, acceptez-nous comme nous sommes, avec nos défauts d'organisation et des retards en découlant. Donc, pour vous dire tout cela très rapidement, c'était très important pour nous d'organiser cette soirée portes ouvertes. D'une part parce que nous avons besoin de forces vives pour continuer le combat contre le contrôle de faciès, et surtout pour répondre à une demande croissante de citoyens comme vous ou d'associations qui veulent rejoindre la dynamique. Donc merci à tous d'avoir fait le déplacement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du collectif, c'est une histoire qui débute en 2011 suite à un rapport du CNRS qui donc nous donnait les chiffres pour la première fois. On savait, on comprenait qu'un jeune ou une personne d'apparence jeune a 11 fois plus de chances d'être contrôlé, qu'un arabe a combien de chances de plus? Vous devriez le savoir. Non. Un arabe a combien de chances? 8 fois, exactement. Merci de suivre le collectif. Vous aurez une place privilégiée. Un arabe, 8 fois plus de chances d'être contrôlé et un noir, 6 fois plus. Donc on avait les chiffres, mais ce rapport, malheureusement, a eu très peu de retentissement médiatique et politique. C'est là que des associations et des citoyens de toute la France se manifestent et se mobilisent pour imposer la question du contrôle au faciès sur l'agenda public. Donc voilà, donc c'est beaucoup de terrain, c'est beaucoup de juridique, c'est beaucoup de politique, c'est beaucoup de travail avec des associations qui vont commencer par se présenter. Donc moi je ne l'ai pas fait, je suis Siam Asbag, j'ai rejoint le collectif Stop le contrôle au faciès en 2012, d'abord avec Cité en mouvement, et puis on travaille actuellement avec deux autres femmes dans cette salle sur la création d'une association de féminisme intersectionnel. Le féminisme intersectionnel, c'est le féminisme tel que la France a du mal à l'accepter, c'est-à-dire un féminisme qui n'exclut pas, mais qui accepte toutes les femmes, qu'elles soient voilées, noires, blanches, arabes ou autres, en fonction de ce qu'elles sont, et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient en imposant nos préceptes impérialistes occidentaux. Donc voilà pour ma part. Essayez de le dire. Alors bonsoir, donc moi c'est Elsa, chargée de projet au CCIF. Donc le CCIF c'est le collectif contre l'islamophobie en France. Vous avez le stand qui est là-bas. On a fêté donc nos 10 ans l'année dernière, en 2013. On est situé donc en Ile-de-France, mais on a des antennes, un peu plus d'une vingtaine d'antennes partout en France. Et donc la spécificité du CCIF, c'est d'avoir un service juridique qui apporte donc chaque jour un soutien juridique et moral aux victimes d'islamophobie. Donc les personnes nous contactent et nous font part d'actes islamophobes dont elles auraient été victimes ou témoins. Et on a donc des juristes qui nous apportent, qui apportent aux victimes un soutien juridique et qui les aident à faire valoir leurs droits. Voilà. Bonsoir, collectif Assez le Feu, Madame Géaudy. Donc nous, l'association a été créée en 2005. Et on fait le rapport des paroles des habitants auprès des politiques. Le collectif Assez le Feu continue la campagne contre le faciès. Et on est en train de réfléchir à un dispositif plus local, donc qui se mettra en place mi-2014 et 2015. Voilà. Bonsoir à tous, donc Abazooka, ce sont les Indivisibles. Moi j'ai pris la présidence tout récemment. Les Indivisibles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui a été créée en 2007. Par l'intermédiaire de Rokhaya Diallo, de Jessou Kodjou. Si vous ne connaissez pas l'association, c'est une association qui lutte contre les discriminations, contre le racisme, via l'humour, la dérision, la satire parfois. Et nous dénonçons surtout en fait la parole raciste qui s'est libérée, notamment à travers les médias. Et une fois par an, on organise une petite fête pour distribuer des bananes d'or à des politiques, des artistes qui se sont un peu trop lâchés dans la vie. Voilà. Bonjour, Issa Diarra, du collectif anti-négrophobie. Le collectif a été créé en 2005 suite à plusieurs événements successifs, dont incendie boulevard Auriol, la mort
aussi des Dona, etc. Et donc notre but c'est de lutter contre le racisme d'État et la négrophobie en particulier. Parce qu'on considère qu'un crime qui a plus de 4 siècles et qui n'a jamais été nommé, c'est vraiment une arnaque. Et donc nous on a décidé de nommer le mal qui nous concerne, on l'a appelé négrophobie. Et donc voilà, dans le fond et pas dans la forme. Notre but c'est vraiment de chercher l'origine du racisme et de le combattre de toute notre force. Donc c'est pour ça qu'on utilise plusieurs modes, action coup de poing, manifestations, etc. Et après on accompagne les victimes, que ce soit porter partie civile ou etc. Fournissement d'avocats. Et donc notre collectif est en Île-de-France. Et on peut être un nombre assez conséquent comme très peu, mais en tout cas notre but c'est vraiment de mettre d'être ingénieux et trouver des idées qui vont faire en sorte d'être efficaces et de mettre à mal le système néocolonial dans lequel nous nous trouvons. Donc voilà, pour faire court, on pourrait en dire plus, mais voilà en gros. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Ouattara Adama, je suis le président de l'association Citoyens Mouvement, qui est une personne sur la droite. C'est un collectif qui existe depuis 3 ans, depuis 2 ans on est devenu une association. Nous faisons en fait de l'expérimentation sur le pouvoir politique en fait. On a créé une sorte de petit lobby où des jeunes, soit représentants associatifs ou soit d'autres, qui sont des leaders dans chaque ville. De là on est pour l'instant peut-être 5-6 villes. On part du 17e arrondissement, là où je suis responsable associatif depuis plus de 10 ans. On a Saint-Ouen, où on a des gens qui sont de partis politiques de gauche. On a Val de Fontenay, on a Noisy-le-Sec, Clichy et Épinay. Donc voilà, on a des personnes qui sont soit on a politique, notre association, mais on a des personnes qui sont dans les partis politiques pour prendre le pouvoir et pour peut-être voilà, se placer, faire du lobby pour expérimenter soit toutes les idées qu'on a et surtout dans le contrôle aux faciès. Donc voilà l'idée de notre association. Donc voilà, c'est des associations qui sont au cœur du collectif Stop le contrôle aux faciès. La particularité du collectif, en fait, c'est d'utiliser une méthodologie qu'on appelle le community organizing. Nous en parlerons plus tard pour ceux que ça intéresse. Et du coup, on met vraiment les associations qui sont membres au cœur de la machine et au cœur du processus de décision. Donc, elles vont plus précisément vous parler de ce qu'elles ont fait et des points, des pôles auxquels elles ont participé. Juste pour vous dire à quel point c'est important en fait, de travailler tous ensemble, parce que ça nous permet de vraiment couvrir l'ensemble des pôles en fait, que touche l'ensemble des problématiques que touche la question du contrôle aux faciès. Donc le juridique, le politique, etc. Sur le juridique d'ailleurs, on a mis en place un numéro de téléphone sur lequel les citoyens qui se sentent victimes de contrôle aux faciès peuvent nous appeler. En fait, ils sont contactés, ils sont accompagnés juridiquement. Et donc pour faire vivre cette procédure juridique, on a besoin de relais sur le terrain, on a besoin de vous, on a besoin d'associations pour que perdure cette tradition qui commence à être, qui commence à prendre corps. Donc, je laisse la parole. Oui, donc pour revenir sur le collectif contre le contrôle aux faciès, on a choisi de rejoindre ce collectif parce que le contrôle aux faciès fait partie des composantes, en tout cas du racisme d'État. Le racisme d'État, il y a soit discrimination au logement, discrimination à l'emploi, les morts dans les fourgons de police, etc. Et donc le contrôle aux faciès fait partie des composantes du racisme d'État et c'est pour ça qu'on a choisi de rejoindre le collectif. Et donc nous, notre travail, c'est surtout de faire des maraudes et de faire prendre conscience aux gens que ces contrôles étaient discriminatoires, ils n'étaient pas acceptables, étaient en tout cas, c'était interdit. C'était des contrôles qui sont inacceptables, et parce que dans l'inconscient collectif, tout le monde a accepté ces contrôles comme quelque chose de normal. Donc les gens donnent leur carte d'identité, etc. Des fois, ça peut mal se passer. Et donc notre but c'était vraiment d'éveiller les consciences et d'informer sur le numéro qui a été mis en place avec le collectif et les avocats qui sont mis en place pour notamment s'occuper des plaintes, etc.
Et donc il y a eu pas mal d'avancées, et notamment la prise de conscience des gens, des politiques, etc. Donc aujourd'hui, il y a une plainte qui a été déposée, beaucoup d'avancées, même si il y a eu, comment dire, il a été débouté, il y a un appel. Donc ce qui va se passer, c'est que, ce qui se passe maintenant, c'est que le défenseur des droits a une saisine de plus de 400%, donc maintenant les gens savent qu'ils peuvent en tout cas se plaindre. Il y a l'IGPN qui est saisi constamment, il y a des politiques qui soutiennent, il y a notamment soit au centre, front de gauche, etc. Et donc le combat continue, quoi, parce que rien n'est... En tout cas, les gens, il y a une prise de conscience, et notre but c'est vraiment de faire en sorte que le récépissé soit mis en place, parce qu'il y a eu des mises en place comme le matricule ou le code de déontologie, etc. Mais pour nous c'est bien, mais c'est encore un enfumage, donc le combat continue, on va continuer en tout cas à sensibiliser avec l'appui des politiques ou d'autres pour que le récépissé soit mis en place. Voilà. C'est ça. Beaucoup nous ont interrogé sur pourquoi on avait choisi le contrôle aux faciès comme problématique et pourquoi on ne s'intéressait pas de manière plus générale aux crimes policiers ou aux rapports policiers-citoyens. C'est parce qu'on est parti du principe, en fonctionnement à l'entonnoir, mais dans le sens inverse, que pour pouvoir traiter un problème, vous devez le traiter par ce qui est le plus visible, en fait, le plus manifeste, et par un point précis. D'où le contrôle aux faciès, mais ça ne nous empêche pas de traiter le reste. Et par contre, c'est cette technique qui nous a permis d'obtenir certaines victoires d'ores et déjà. Donc, Issa on a évoqué certaines, donc effectivement 4 propositions de loi. Le code de déontologie qui a été adopté le 1er janvier 2014, qui, même s'il ne nous satisfait pas du tout, est une victoire dans le sens où il n'aurait pas été élaboré s'il n'y avait pas eu l'action du collectif de contrôle aux faciès, et évidemment le matricule. Et tout ça, c'est beaucoup de travail, notamment du travail de terrain. Comme ça, si tu veux me parler de la sensibilisation justement sur ce terrain. Je n'ai pas bien réalisé mes notes, mais bon, c'est pas grave. On ne pas. C'est la vérité. Quand je parle de sensibilisation, en fait, on va parler de base à la base. On n'est pas le premier collectif à défendre. Jean-Marc Le Son ? C'est ça. On n'est pas le premier collectif à défendre le contrôle de faciès. Il y en a d'autres, et j'espère qu'on sera les derniers. L'idée de base, c'était d'informer et de sensibiliser, c'est difficile. Donc on a choisi à la base les maraudes. Les maraudes, c'est l'idée de venir directement sur le terrain, de voir les jeunes et de leur parler, de leur expliquer les lois et ce qu'ils peuvent faire en fait. Ça a été beaucoup plus facile. En fait, l'idée c'était de leur donner un numéro de téléphone. S'ils se faisaient contrôler, de nous appeler directement, qu'on puisse venir les voir et noter l'objet du contrôle, l'heure et le rendez-vous pour pouvoir avoir la plainte, pouvoir faire la plainte avec les 13 ou 14 cas qu'on a eu. Donc c'est là des parties. Deuxièmement, on a fait des shootings photos, souvent à Châtelet, où l'idée c'était de sensibiliser les jeunes. On en a fait un sur un jeune qui s'appelait Trayvon Martin, qui a été tué aux États-Unis, qui marchait dans son quartier. Et la seule idée d'avoir une capuche, son voisin lui a tiré dessus, pensait que c'était un vrai, alors que c'était juste un voisin en fait. Donc on était avec des t-shirts, on faisait des photos avec des personnes qui mettaient des capuches dans l'idée de défendre ça pour l'anniversaire de la mort de ce jeune homme. On a fait des expérimentations du récépissé du contrôle, du reçu du contrôle d'identité. En fait, c'était l'idée de faire un contrôle de police en SWAT et de donner le récépissé aux gens pour leur montrer voilà à quoi servirait l'expérimentation d'un reçu, leur nom, leur prénom, avec l'idée de pouvoir de se faire contrôler peut-être 2 heures après, de leur dire j'ai déjà reçu un reçu, vous voyez, voilà, c'était l'idée de sensibiliser. Après, on est sur des projections, en fait, on a fait des projections du web série qui a été créé, c'est là que vraiment le buzz est parti. En fait, c'était l'idée d'avoir des rappeurs, des personnes lambda qui expliquaient soit leur premier contrôle d'identité, soit le contrôle d'identité le plus marquant. C'est vrai que c'était beaucoup plus facile parce que le rap
à beaucoup d'expositions en fait. Il y a beaucoup de sites internet, de Facebook ou de soi. Et c'est vrai que le fait d'avoir des rappeurs qui expliquent leur contrôle d'identité, souvent qui était vraiment marquant ou choquant en image, ça a permis de sensibiliser, de donner le numéro de téléphone à plus grande échelle. Et voilà, comme après les journalistes ont parlé. On est sur cette idée-là. Et puis voilà, il y a eu participation à plusieurs débats publics, voilà, des prises de parole. On est plusieurs, c'est pas facile la prise de parole, c'est vrai qu'on oublie d'oublier certaines choses, on essaie de faire au mieux. Mais au fur et à mesure du temps, voilà, on se forme. Au début, bon, il y en a qui ont un peu plus de mal, mais à force d'aller dans des débats ou dans d'autres trucs, on a appris. Bon, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai fait mon cours, mais j'ai pas révisé. En fait, c'est ça. Voilà, je pense que ça devient prof en plus. Ouais, mais on se débrouille, hein. Donc ça c'était pour la sensibilisation sur le terrain. Donc, le deuxième pôle, je l'ai dit, c'est tout ce qui est juridique. Donc, ça passe par de l'accompagnement juridique des victimes. Ouais, donc effectivement, dans la continuité des sensibilisations, des actions de sensibilisation, notamment de terrain, on remettait en fait cette petite carte aux gens pendant les maraudes. Sur cette petite carte, il y a un numéro SMS. Donc si vous ne le connaissez pas, franchement c'est juste la loose. Donc ce soir, vous sortez vos portables et vous rentrez le numéro dans votre portable. Il faut qu'ils le sortent vraiment. Hein? Ouais, vous sortez là tout de suite. Vous voulez là, sortez votre portable. Ouais, je ne suis pas motivée. Allez-y. Oui, non, sérieusement, vous allez mettre le numéro. Voilà, donc le numéro, c'est... Attends, c'est pas encore mal. Donc je sors des machins. Vous êtes prêts? C'est bon. Donc le numéro c'est le 07 60 19 33 81. Alors 07 60 19 33 81. Alors si vous pouvez juste préciser aux personnes à qui vous donnez le numéro de téléphone que c'est pas Booba ou Rof qui répond. Ça nous éviterait des mauvaises surprises. C'est juste nous, c'est cool aussi, mais ouais. Donc en fait c'est le numéro. Pas une fille non plus qui répond. C'est pas une? Donc oui, donc ce numéro, en fait, c'est un numéro de SMS. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle que vous jugez abusif, vous envoyez contrôle à ce numéro et c'est le collectif en fait qui vous rappelle, qui vous demande en fait toutes les informations qu'il a besoin de savoir sur votre affaire. Oui, madame. Si on est témoin de... Témoin également. Parce qu'ils ont commis aucun délit, hein, je veux dire, voilà, le black, l'arabe, ils ont commis aucun délit. Quand on est témoin dans le métro, dans les transports ou même dans la rue, il est nécessaire d'avoir ce numéro-là. Bien sûr, oui. Ouais, effectivement, pour dénoncer ce qui va pas. Oui, dans tous les cas, c'est important de le rapporter. Donc, on rappelle la personne qui nous a envoyé le SMS, on lui demande toutes les informations nécessaires voilà, pour mieux cerner le cas. Et ensuite, on fait un travail d'orientation juridique, c'est-à-dire, on voit avec la personne déjà si elle veut simplement signaler l'abus ou si elle veut aller plus loin. En ces cas-là, il y a plusieurs options. Le collectif peut donc l'orienter vers le défenseur des droits. Comme le disait Issa tout à l'heure, le défenseur des droits, il a eu une augmentation de 400% de plaintes l'année dernière, notamment grâce à l'action de terrain du collectif. C'est très important de faire suivre le défenseur des droits, tout simplement parce que ça permet de sensibiliser justement les institutions sur le problème du contrôle de faciès, et ça a permis de mettre en place un groupe de travail justement sur les contrôles d'identité. Donc, on peut également vous orienter vers un avocat au pénal si nécessaire. On peut vous aider à contacter les médias si vous en avez besoin ou envie. En tous les cas, on vous écoute et on vous oriente au mieux de manière voilà, le plus adéquat possible. Sachant que les personnes qui sont dans le pôle juridique sont formées, donc elles ont vraiment tous les outils pour porter assistance aux victimes. Du coup, ça rejoint le travail que fait le CCIF, bien évidemment, puisque nous, on a un service juridique également, et que nos juristes font ça tous les jours. Et que du coup, des fois, on a des cas qui se croisent. C'est-à-dire qu'on a des victimes qui nous contactent parce qu'elles ont justement subi un contrôle de police abusif, notamment des insultes, etc. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on redirige les victimes vers le collectif Stop le contrôle de faciès pour que la victime soit suivie juridiquement et puisse le mieux possible faire valoir ses droits. Voilà.
Il y a également la possibilité de saisir l'IGPN, de faire des courriers au préfet, etc. Enfin, on a tout un tas d'outils qu'on peut mettre à votre disposition. Donc c'est important de connaître et de le faire suivre autour de vous, surtout. Merci Elsa. Donc parallèlement au pôle juridique, on retrouve toute l'action qui a trait au lobbying politique. Mohamed vous la présenter. Bonsoir.